question. Bah, bon, c'est quand même un vrai choix. Ils l'ont élu, il y a une élection primaire, ils ont choisi. Oui, c'est un vrai choix, assurément. Après, est-ce que c'est le président le plus charismatique? Est-ce que c'est un président qui suscite un enthousiasme immense auprès des Américains? Non, il a moins de charisme, il a assurément moins de charisme que Donald Trump, il a assurément moins de charisme qu'Obama, donc d'une certaine manière, on peut dire que c'est un président qui est élu contre Donald Trump. Mais c'est bien le choix des Américains, oui. Non, je ne pense pas. Je dirais que l'élection de Trump, c'est davantage un symptôme, le symptôme d'un mouvement qui se passe aux États-Unis, d'un mouvement de fond, de rejet de l'élite, de contestation, un mouvement populaire et populiste à la fois, qui se passe aux États-Unis, mais qui se passe dans beaucoup d'autres pays du monde, en tout cas dans beaucoup d'autres grandes démocraties. C'est un mouvement qui avait commencé avant Donald Trump, qui s'est matérialisé. Bon, c'est un mouvement qui a rencontré une personnalité, naturellement. Mais c'est un mouvement qui va continuer. D'ailleurs, Donald Trump a eu un bon résultat. Malgré tout, aux élections, il a perdu. Et il a perdu avec au moins 5 millions de voix d'écart, probablement 7 quand on aura fini tous les recomptages, tous les comptages. Mais enfin, 71 millions, 72 millions de voix en sa faveur, c'est déjà un record. Donc c'est un très bon score, malgré tout, pour un perdant. Alors, sans doute que les instituts de sondage ont exagéré la vague démocrate et en particulier se sont trompés pour un certain nombre d'États pour le vote des minorités, notamment les hispaniques. Par exemple, on avait dit que le Texas et la Floride seraient des États en ballottage, des États swing states, comme on dit. Or non, Donald Trump les a remportés largement et il a remporté plus du tiers des voix des hispaniques, ce qui n'est pas rien. Surtout quand on sait qu'il avait accusé les hispaniques d'être des bandits et des violeurs. Bon, ceci étant dit, Joe Biden l'emporte quand même largement, avec 5 à 7 millions de voix d'avance, donc c'était quand même pas faux de dire que Joe Biden allait avoir de l'avance. Et puis enfin, les instituts de sondage avaient dit, attention, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de démocrates ont voté par correspondance. Donc dans un premier temps, on va avoir un résultat qui va être favorable ou davantage favorable à Donald Trump. Et puis dans un deuxième temps, il va y avoir un rattrapage. C'est ce qui s'est produit. Donc dans un premier temps, évidemment, on a eu l'impression que les sondeurs s'étaient totalement trompés. Et puis petit à petit, on a vu que non. Finalement, le résultat n'est pas si faux que ça. Il n'est pas tout à fait exact, surtout dans les États du Sud, mais il n'est pas si faux que ça. Joe Biden l'emporte et l'emporte avec une large majorité. Pas loin. Pas loin. Il a deux sortes de recours essentiellement. Le premier, c'est de demander un recomptage. C'est un recours tout à fait légal. Dans les États dans lesquels la différence de vote est petite, moins de 1%, donc c'est l'Arizona, c'est la Pennsylvanie, c'est la Géorgie. Alors, il ne va sans doute pas obtenir partout, mais en tout cas en Géorgie, le recomptage des votes a commencé déjà. Donc ça, c'est normal, sauf que l'écart de voix est de plus de 10 000. Il est de 14 000 à peu près en Géorgie, 12 000 en Arizona, et puis peut-être qu'il va être davantage d'ailleurs, parce qu'on n'a pas fini le comptage de tous les votes par correspondance. Et en général, quand on recompte, on trouve des erreurs et des fautes de quelques dizaines, voire de 100, 150, 200, tout au plus. Donc les chances que le résultat change sont infimes. Et puis d'autre part, s'il perdait la Géorgie et l'Arizona, de toute façon, Joe Biden a largement assez de grands électeurs d'avance. Pour l'instant, il en a à peu près 306 contre 232 à Donald Trump, donc ça ne produirait pas de changement. La deuxième tentative que fait Donald Trump, c'est d'accuser les démocrates d'avoir fraudé, c'est-à-dire que l'élection soit truquée. Pour ça, il a procédé à des recours en justice, qu'il a tout à fait le droit, d'ailleurs les élus républicains l'ont soutenu, sauf que quand il présente ses recours en justice, il doit présenter des preuves. Sinon, les recours sont classés sans suite. Et c'est ce qui se passe parce qu'il n'y a aucune preuve. Et les uns après les autres, les recours tombent. Et d'ailleurs, les élus républicains des États concernés disent on est désolé,
Mais il n'y a pas de recours possible, il n'y a pas eu de triche, il n'y a pas eu de fraude. Les responsables des grandes agences de sécurité américaines, ce matin, ont fait un communiqué de presse disant que les élections avaient été les plus sûres de l'histoire des États-Unis. Et donc, Donald Trump va perdre tous ses recours, très logiquement. Et le 8 décembre, lorsque les résultats des différents États sont officiellement transmis, eh bien, on verra qu'il a perdu. Et le 14 décembre, lorsque les grands électeurs voteront, ils éliront définitivement Joe Biden. En toute logique, aucun scénario. Alors, il y en a qui disent qu'il peut faire un coup d'État parce qu'il a remplacé tout le haut personnel du ministère de la Défense. On peut toujours imaginer plein de choses. L'imagination humaine n'a pas de limite, c'est vrai, mais il y a une chance pour 1 million que ça se passe. Constat complexe, parce que comme je vous disais, Donald Trump, c'est davantage un symptôme qu'un mal ou qu'une volonté personnelle de changer tout. C'est le changement qui a amené Donald Trump. Mais malgré tout, il y a quand même un certain nombre d'éléments que l'on peut observer, qui sont très forts. En politique étrangère, évidemment. En politique étrangère, c'est sans doute là que le passage de Donald Trump est le plus fort, parce qu'il marque une rupture profonde dans la politique étrangère des États-Unis, une rupture profonde avec la politique qui était menée depuis Truman, pendant toute la période de la guerre froide et de l'après-guerre froide, et qui se concrétise par l'abandon du rôle de gendarme du monde par les États-Unis, et un repli, alors non pas ce qu'on appelle parfois l'isolationnisme, c'est-à-dire les Américains ne se replient pas sur eux-mêmes, mais se replient sur leur intérêt, c'est-à-dire abandonnent l'idée de s'occuper de l'intérêt de la planète et de l'humanité. Et ça c'est vraiment un changement majeur qui se traduit par des engagements des États-Unis, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Irak, etc. Alors, les Américains se désengagent là où c'est l'intérêt général, mais là où leur intérêt demeure, ils restent. Par exemple, ils considèrent qu'il est essentiel pour eux de rester auprès d'Israël et des États pétroliers de la péninsule arabe. Donc là, ça ne va pas changer. Ils ont amorcé, enfin, ils ont mis en œuvre l'endiguement systématique de la Chine. C'est vrai qu'Obama avait amorcé le phénomène avec ce qu'il avait appelé son pivot asiatique. Voilà, mais ça c'est vraiment Trump, il y a rupture là-dessus. Et cette rupture est tellement profonde qu'elle ne changera pas. Joe Biden ne pourra pas revenir en arrière, d'autant que cette rupture, elle est ce qu'on appelle transpartisane, c'est-à-dire que les démocrates, l'opinion publique américaine, d'une manière générale, est favorable à cette rupture. Bernie Sanders utilise souvent les mêmes mots que Donald Trump. Donc voilà, en politique étrangère, c'est là que la rupture est la plus profonde. Avec cette limite, c'est qu'on voit bien que Donald Trump n'est pas du tout attaché à l'exceptionnalisme américain, en tout cas à cette idée de destinée manifeste, de lien avec la volonté divine. Ça, sans doute que ça ne durera pas parce qu'il y a toujours ce lien dans l'imaginaire américain qui est très profond, qui est chez les républicains et chez les démocrates. Mais on va revenir à une sorte de volonté de république modèle et non pas de messianisme armé comme on a connu avant. Donc ça, c'est vraiment le changement très important en politique étrangère. Avec aussi un changement important à l'intérieur qui est l'exacerbation des divisions entre Américains, entre démocrates et républicains, l'exacerbation de la polarisation et qui va sans doute amener un blocage des institutions tant qu'il n'y aura pas de majorité complète pour Joe Biden. Et puis Donald Trump laissera sa trace dans le domaine judiciaire parce qu'il a nommé énormément de juges, alors de juges fédéraux et en particulier à la Cour suprême, où il a nommé 3 juges, et où on va avoir maintenant une majorité de 6 conservateurs contre 3 progressistes, qui va d'une part bloquer un certain nombre de souhaits de réforme
des démocrates, et puis d'autre part qui risque d'amener à des remises en question profondes, et en particulier la remise en question du droit à l'avortement. C'est une bonne question. Oui, ça, en tout cas, ça va être très difficile. Alors, mission impossible n'a ni français ni américain. Mais ça va être très difficile. Mais bon, on va passer quand même d'un président qui exacerbait les tensions à un président qui va essayer de recoller les morceaux, de parler d'union, de parler de peuple américain ensemble. Voilà, mais il y a du chemin. Il y a un très très long chemin devant lui. D'ailleurs, si on revient un petit peu en arrière, Barack Obama avait déjà essayé et souvent il avait échoué. Donc c'est vrai que ça va être très compliqué. Mais voilà, Joe Biden a face à lui tout de suite un immense défi qui est la lutte contre le coronavirus qui explose aux États-Unis. Ces derniers jours, la hausse de la courbe à la fois du nombre de cas et du nombre de morts est vertigineuse. On atteint 150 000 cas, on atteint presque 1500 morts par jour, 150 000 cas supplémentaires, et ça continue de monter en flèche. Et donc c'est un immense défi pour tout de suite, sachant que bien sûr on attend l'arrivée d'un vaccin et on nous annonce que cette arrivée est proche, mais elle n'est pas tout de suite, l'arrivée du vaccin. Et là, la hausse du nombre de cas, elle est de jour en jour, de semaine en semaine. Si on attend encore 2 mois, 4 mois, 6 mois pour qu'un vaccin soit distribué à toute la population, la hausse du nombre de cas devient vraiment un problème fondamental et central pour les États-Unis. D'autant que, comme partout dans le monde, le coronavirus, c'est un problème de santé et c'est un problème économique. Et entre les deux, on voit bien que l'électorat de Donald Trump considérait davantage que le coronavirus était un problème économique, alors que l'électorat de Joe Biden, l'électorat démocrate, le voyait davantage comme un problème de santé. Seulement, voilà, c'est les deux. Et ça va vraiment être son problème immédiat. D'ailleurs, c'est étonnant, c'est triste, c'est un rappel un petit peu d'Obama. Obama, quand il est arrivé au pouvoir, en plein début, en pleine explosion de la crise financière, de la crise des subprimes, et immédiatement, toute son énergie a été accaparée par le règlement d'une crise immense. C'était la plus grande crise économique qu'aient connue les États-Unis depuis 1929, et voilà que c'est la même chose qui attend Joe Biden à son arrivée au pouvoir. En tout cas, du début de mandat, oui. Ah oui, tous ces premiers mois de mandat vont être consacrés à ça. Alors bon, il a dit que malgré tout, il prendrait un certain nombre d'initiatives. Très vite, peut-être dès le premier jour, par décret, il décidera de réintégrer l'accord de Paris sur le climat. Sans doute que très rapidement, il réengagera les pourparlers avec l'Iran en vue de réintégrer le JCPOA, l'accord nucléaire iranien, sauf qu'il faut aussi que les Iraniens fassent maintenant l'effort pour le rejoindre à nouveau, puisqu'ils s'en sont éloignés. Il prendra un certain nombre d'autres mesures. Il y en a qui seront faciles, il y en aura qui seront plus compliquées. Évidemment qu'il est très attendu par toute une partie de l'électorat, et notamment de la jeunesse, pour l'encadrement du droit du port d'armes. Il est très attendu, on en a parlé ces temps-ci, pour conforter l'Obamacare, et surtout en cette période de coronavirus. Et puis, alors, il y a des lois, des projets qui sont très marrants, qui ont déjà été déposés sous le mandat Trump à la Chambre des représentants, mais qui ne sont pas arrivés au bout, notamment celui de faire de Washington, D.C. le 51e État des États-Unis. Donc voilà ces projets dans l'immédiat. Alors, dans un premier temps, ce que ça va changer, c'est qu'on va changer de climat. On va passer d'un président qui a dit voilà, l'Union européenne, c'est l'ennemi des États-Unis, ce qui est quand même étonnant, alors que l'Union européenne, les Européens sont dans un accord de défense avec les États-Unis, qui est l'OTAN, qui stipule, qui établit ce qu'on appelle l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire que les États-Unis sont les alliés de l'Europe et que l'Europe est l'allié des États-Unis. Donc on va changer de climat, on va changer de forme
Sur le fond, ça ne va pas changer énormément parce que les États-Unis se désengagent, souhaitent que l'Union européenne, que les Européens participent davantage à leur défense, d'une part pour diminuer leur fardeau, et puis d'autre part parce que c'est des gros clients, parce que les États-Unis sont le premier producteur mondial d'armement, et que quand les Européens augmentent leur budget de défense, c'est des exportations américaines en plus. Hein, donc ça fait longtemps qu'il le demandait. Alors Trump le demandait à sa manière, de façon virulente, mais Obama avait demandé la même chose, de façon policée, mais avait demandé la même chose. Et il est peu probable que la relation sur le fond qui s'est établie entre les États-Unis et l'Europe, où les États-Unis disent « bon, on veut bien s'intéresser à vous, mais on vous demande une participation plus importante ». Et puis d'autre part, je vous disais, la politique étrangère américaine s'oriente vers l'endiguement de la Chine. C'est-à-dire qu'on revient vers une sorte de guerre froide, comme celle qu'on a connue entre l'URSS et les États-Unis. Alors pour le moment, et souhaitons-le, sans guerre périphérique chaude, comme la guerre de Corée, etc. Je vous rappelle qu'en Corée, les troupes américaines ont combattu des troupes chinoises. Et cet endiguement, pour cet endiguement, les États-Unis vont exiger la participation de l'Europe. Et c'est là qu'on pourra avoir des tensions. Par exemple, les pays d'Europe qui sont en train de se positionner plus ou moins pour le système de 5G Huawei ne pourront plus hésiter parce que les Américains leur diront « voilà, vous faites le choix avec ou contre nous ». Ce ne sera pas avec ou sans nous, ce sera avec ou contre nous. Et donc, sur le fond, la relation de l'Europe et des États-Unis ne va pas fondamentalement changer. L'ancien système d'alliance où les États-Unis étaient toujours là avec nous quoi qu'il arrive est définitivement caduque. Alors Kamala Harris, c'est une Américaine, donc née aux États-Unis, mais d'un père jamaïcain et d'une mère indienne. Donc elle est un petit peu le symbole de cette nouvelle génération qui connaît un fort métissage d'Américains. Alors là c'est intéressant. La communauté indienne aux États-Unis est très bien intégrée, très importante. On en retrouve chez les démocrates, on en retrouve chez les républicains. Alors Kamala Harris est un excellent exemple démocrate. Nikki Haley, qui a été ambassadrice de Trump, c'est-à-dire des États-Unis à l'ONU, et dont on parle pour la prochaine élection présidentielle américaine de 2024, est aussi de parents indiens. Donc voilà, toute une nouvelle diversité. C'est une juriste de formation, elle a été longtemps procureure de Californie, elle a été sénatrice, et c'est très intéressant, c'est vraiment un nouveau souffle. Donc une femme noire ou métisse, alors les Américains disent noire, nous on dit métisse, et le métissage est, je trouve, un mot très intéressant parce qu'on y retrouve le mélange des cultures, des civilisations. Elle est mariée à un blanc de confession juive, donc vous voyez, elle est d'origine jamaïcaine et indienne, indienne d'Inde, et de confession protestante. Donc voilà, c'est vraiment ce grand mélange, c'est ça le melting pot américain, c'est ça l'avenir de l'Amérique. Et au fond, on voit bien cette confrontation entre l'Amérique qu'on appelle nativiste, nationaliste, du repli sur elle-même, et l'Amérique de la diversité, l'Amérique monde. Et c'est tout ça que symbolise l'élection de Kamala Harris, aux côtés, naturellement, de Joe Biden. Et c'est d'autant plus important que Joe Biden, il a 77 ans, il aura 78 ans le 20 novembre. 78 ans, c'est le président le plus âgé qu'aurait connu l'Amérique. Il est fort peu probable qu'il se représentera. Il n'est même pas certain qu'il ira au terme de son mandat, parce qu'à cet âge-là, évidemment, les années comptent. Et donc Kamala Harris a des chances significatives de lui succéder. Donc elle a des chances significatives d'être la prochaine présidente des États-Unis, ce qui est vraiment un changement très important, un changement très intéressant.
c'est pas sûr. Pendant la campagne, il l'a laissé entendre à plusieurs reprises en disant qu'il serait le président d'un seul mandat. Mais bon, à 82 ans, ce sera de plus en plus difficile pour lui. Et puis, se présenter à 82 ans, mais ça veut dire gouverner jusqu'à 86. Donc ce sera de plus en plus difficile pour lui. Et finalement, c'est peu probable qu'il continue, qu'il renouvelle l'expérience. Et puis alors, il a l'opportunité de passer le relais de façon magistrale à quelqu'un qui symbolise en fait toute cette idée, toute cette vision de l'Amérique qu'il porte. Et puis finalement, c'est intéressant parce qu'il vient d'Obama et voilà, c'est un symbole magnifique. C'est un symbole magnifique de cette Amérique qui se cherche post-raciale, tout en constatant qu'elle a encore une partie d'elle-même raciste. Et elle se bat contre elle-même et elle progresse. Et c'est ça toute l'idée de l'Amérique, toute cette idée portée par Martin Luther King, de dire que voilà, j'espère qu'un jour mes enfants ne seront pas jugés par rapport à leur couleur de peau, mais par leur caractère, par rapport à leur caractère, leur force de caractère.